Si tu refuses, tu ne feras plus partie de cette famille. Nous couperons tout lien avec toi. Ce message de ma mère s'est affiché sur l'écran de mon téléphone, froid et catégorique, comme un ultimatum sans appel. Quelques minutes plus tard, mon père a enchaîné. Soutiens le rêve de Manon. C'est ton devoir, non? Une parfaite coordination, digne d'escrocs aguerris. Mais il n'avait toujours pas compris que la personne qu'il tentait de faire plier n'était plus la même. Tout avait commencé quelques instants plus tôt par un texto envoyé par ma sœur cadette, Manon, enjouée et surexcitée. Il était accompagné d'une photo. Une voiture de sport rouge vif, d'une valeur de 280 000 €, brillait dans un showroom. Elle posait à côté en faisant un signe de paix, comme si elle venait de conquérir le monde. Je l'ai fait. Mon rêve devient réalité. Puis est venue la phrase qui m'a glacé le sang. J'ai déjà signé le contrat. J'ai dit que tu serais ma co-signataire et la préapprobation est passée. J'ai rempli toutes mes parties, il ne manque plus que ta signature. J'ai dit au vendeur que tu étais d'accord, il va sûrement t'appeler bientôt. Aucune discussion préalable. Aucune autorisation. Rien. C'est son style. Elle plonge tête baissée dans ses désirs, encouragée par nos parents, et moi, je ramasse les morceaux. Pendant des années, j'ai été le filet de sécurité de la famille, leur banque personnelle, leur solution miracle. Et pourtant, devant cet écran, je me sentais étrangement calme. La colère et la peine s'étaient évaporées depuis longtemps, ne laissant qu'une certitude glaciale. Assise sur mon canapé en cuir, j'écoutais le silence de chez moi, en contraste total avec le chaos qu'il tentait de semer. J'ai commencé à taper lentement ma réponse. Ça ne me dérange pas d'être ta co-signataire, Manon. Mais je crois que tu as oublié un détail important. J'ai appuyé sur envoyer. Le message a été lu presque instantanément. Mais aucune réponse. Ils étaient sans doute abasourdis par mon calme. Ils avaient oublié une chose essentielle, pour obtenir un prêt, il faut des garanties. Et ils n'en avaient plus une seule. La maison où ils vivaient, la voiture de mon père. Tout était légalement à mon nom. Oui, le véritable spectacle ne faisait que commencer. Je m'appelle Élise, j'ai 38 ans. Je suis analyste financière. J'ai bâti mon patrimoine seul, je paie toutes mes factures en temps et en heure, et je vis en totale autonomie financière. Ma sœur cadette, Manon, a déjà 32 ans. Mais elle n'a jamais eu d'emploi stable. Elle quémande de l'argent à nos parents en prétextant vouloir devenir influenceuse, avant de se lasser et de poursuivre un autre rêve. Quant à nos parents, ils l'ont toujours gâtée à un niveau absurde. Et ce favoritisme aveugle a complètement faussé leur rapport à l'argent. Comment pouvaient-ils me faire de telles demandes? Tout remonte à 10 ans. Mon père avait contracté un prêt hypothécaire de 470 000 € sur notre maison pour investir dans un commerce d'importation mal ficelé. Ce fut un échec retentissant. Ce fut le début de mon immersion dans le marécage sans fond des dettes familiales. Lorsque la banque a envoyé un avis de saisie, j'ai vidé toutes mes économies pour rembourser leurs dettes colossales. Au départ, je voulais simplement sauver ma famille. Je croyais naïvement qu'en voyant la gravité de la situation, ils se ressaisiraient. Mais cet espoir a été anéanti très vite. Malgré la perte de leurs biens, leur train de vie n'a pas changé. Pire, par culpabilité, ils ont encore plus gâté Manon. Leur phrase préférée? On ne veut pas qu'elle souffre. Quand elle a dit « Je veux ouvrir ma boutique », ils lui ont donné les derniers sous qu'il leur restait. Même quand cet argent est parti en sac de luxe, ils n'ont rien dit. Avec le temps, ils sont devenus un gouffre financier. Et j'étais censé le combler. Toute reconnaissance pour mon aide initiale a disparu. À la place, une conviction silencieuse, mon soutien était indu. Les frais médicaux, les réparations de la maison, toutes les dépenses finissaient par m'être adressées, comme si c'était normal. Et si je disais non? Ma mère pleurait, mon père hurlait, et Manon publiait sur les réseaux que j'étais une fille froide et sans cœur. J'ai cédé à ce chantage émotionnel, encore et encore. Mais peu à peu, un doute a germé en moi. Jusqu'au jour où j'ai compris. Ce que je leur donnais, ce n'était pas de l'argent. C'était le droit de rester irresponsable. Si je continuais ainsi, nous allions tous sombrer. Il fallait que j'agisse, pas pour eux, pour moi. J'ai alors consulté un avocat, et j'ai commencé à réorganiser légalement leurs biens. En échange du rachat de leurs dettes, j'ai fait signer à mon père les documents suivants, reconnaissance de dette, acte de fiducie, cession de droit. Soulagés de voir la dette disparaître, ils ont signé sans même lire. Ils n'ont jamais compris la portée de ces papiers. Pour eux, ce n'était qu'une formalité de plus. Mais à partir de ce jour-là, j'étais, aux yeux de la loi, propriétaire de la maison.
Et leur insouciance a rendu mon plan d'autant plus facile à exécuter. Le soir où le transfert de propriété a été officialisé, j'ai appelé mes parents. Je leur ai dit: à partir de maintenant, je gérerai directement tous les remboursements. Mon père a semblé soulagé. Ah, c'est un vrai soulagement, a-t-il répondu, le ton léger. Il n'avait aucune idée que, légalement, la maison ne leur appartenait plus. Pour moi, c'était le premier filet de sécurité, la base minimale pour éviter qu'ils ne dilapident leurs biens sur un coup de tête. Quant à Manon, elle était encore plus détachée. Les finances de nos parents ne l'intéressaient pas du tout. Elle ne pensait qu'à satisfaire ses envies. Même si elle avait appris que j'étais devenue la propriétaire de la maison, elle aurait probablement haussé les épaules en disant: et alors? En quoi ça me concerne? Dans son monde, l'argent tombe du ciel, et elle suppose vaguement que je suis celle qui ouvre le robinet. Cette relation déséquilibrée dure depuis des années. Moi je travaille, eux dépensent. Je prévois, ils vivent sans réfléchir aux conséquences. Chaque fois que j'essaie de poser des limites, ils les balaient avec leurs arguments émotionnels. Comment peux-tu être aussi froide avec ta propre famille? Je savais que je devais faire exploser cette structure perverse. Et c'est là que l'épisode de la voiture de sport m'a offert l'occasion idéale. Mais pourquoi avais-je totalement perdu foi en eux? Tout remonte à un événement survenu 5 ans plus tôt, à une époque où je croyais encore à la notion de famille. Ce moment a marqué mon réveil brutal. À l'époque, je préparais un MBA pour faire avancer ma carrière. J'économisais 18 500 € pour les frais de scolarité et de vie. C'était mon rêve, mon espace sacré, une chose dans laquelle je ne voulais laisser personne interférer. Quand j'ai parlé de ce projet à ma famille, ils m'ont tous félicité. C'est génial, Élise, tu vas y arriver, disaient-ils. Mais je ne savais pas encore à quel point ces mots étaient creux. Un week-end, en revenant d'un court séjour, j'ai tout de suite senti que l'ambiance à la maison avait changé. Mes parents étaient étrangement gentils, tandis que Manon fuyait mon regard. Un frisson d'inquiétude m'a parcouru. J'ai immédiatement vérifié mon compte bancaire. Et je me suis figée. Les 18 500 € que j'avais patiemment épargnés avaient presque tous disparu. La voix tremblante, j'ai confronté mes parents. Ils avaient exercé leur droit de cotitulaire du compte commun et avaient retiré chaque centime sans mon accord. Manon voulait vraiment aller à Paris, a sangloté ma mère. Toutes ses amies y vont. Comment aurions-nous pu la laisser derrière? Tu peux toujours épargner à nouveau, non? A ajouté mon père sur la défensive. Ils avaient écrasé mon rêve pour satisfaire la vanité passagère de Manon, sans la moindre culpabilité. C'était du vol, déguisé, sale, sournois. Trop subtil pour être puni légalement. Mais à cet instant précis, quelque chose s'est brisé en moi. Ils n'étaient plus ma famille. Ils étaient des prédateurs. Des sangsues attachés à mes ressources. Depuis ce que j'ai appelé l'épisode de Paris, j'ai fait mes valises et quitté la maison. Pour la première fois de ma vie, j'ai contacté un avocat. Mon objectif était double, récupérer les 18 500 € volés et construire un mur juridique infranchissable pour les empêcher, à jamais, de toucher à mes finances. Je me souviens encore de moi, assise par terre, sur le sol froid de mon nouvel appartement, en train de feuilleter un annuaire à la recherche d'un cabinet juridique. J'étais arrivée au bout. À vivre chez eux, à lire leurs humeurs comme on lit un baromètre, je sentais que mon esprit allait se fissurer. Ce n'est pas un problème familial. C'est un cas clair de vol, m'a dit l'avocat ferme, après avoir écouté mon histoire. Ces mots ont renforcé ma décision. Quand l'avocat a envoyé une demande officielle de remboursement, la réaction a été immédiate, la panique. Comment peux-tu faire ça à ta propre famille? Tu veux nous humilier devant tout le monde? Hurlait ma mère au téléphone. As-tu oublié tout ce qu'on a fait pour toi? Criait mon père. Mais je suis restée ferme. Je leur ai dit que toute communication devait passer par mon avocat. Face à ma détermination et à la menace d'une procédure légale, ils ont fini par céder. Quelques semaines plus tard, ils ont fouillé dans leurs maigres économies et viré 18 500 € sur le compte désigné par l'avocat. Peu m'importait d'où venait l'argent. Tout ce qui comptait, c'était qu'ils me l'aient rendu. Cette histoire m'a appris une chose essentielle. La compassion et l'affection n'ont aucun effet sur eux. Ils ne craignent que deux choses, leur image et la loi. J'ai donc décidé de renforcer encore mes défenses. D'abord, j'ai changé tous les mots de passe de mes comptes bancaires et activé la double authentification. Puis, j'ai mis en place des alertes strictes auprès des agences de crédit pour être notifié immédiatement de toute tentative d'ouverture de crédit à mon nom. 6 mois plus tard, l'alerte s'est déclenchée. Manon avait tenté d'utiliser mon numéro fiscal pour souscrire à plusieurs cartes bancaires en ligne.
Heureusement, grâce au système d'alerte, les demandes ont été bloquées avant qu'aucun dégât ne soit causé. Quand je l'ai confrontée avec les preuves, des emails montrant clairement la tentative, elle a juste dit comme si de rien n'était. Mais ton score de crédit est super. Tu pourrais obtenir n'importe quoi. Je voulais juste emprunter un peu. À ce moment-là, j'ai su avec certitude. Elle n'a aucun sens de la faute. Aucune conscience. J'avais toutes les preuves en main pour porter plainte pour usurpation d'identité. Et j'y ai sérieusement pensé. Mais je me suis retenue. Pas par pitié. Ce fut une décision froide, calculée, non pas par compassion, mais pour éviter l'engrenage sans fin qui aurait découlé d'envoyer ma propre sœur en prison. J'ai donc choisi de leur accorder une dernière chance, en tant que famille. Mais il ne s'agissait pas de pardon. C'était un dernier avertissement, une manière de m'assurer que plus jamais je ne serais leur victime. La condition était simple, ériger un mur infranchissable qui les empêcherait d'accéder à mes informations personnelles, à mon crédit, à mes biens. Les demi-mesures ne suffiraient pas à rompre ce lien. La seule issue possible, c'était de prendre le contrôle intégral de leur situation financière. Alors, je les ai guidés méthodiquement dans le processus de transfert de tous leurs droits juridiques sur leurs biens. En échange de quoi je prenais en charge leurs dettes. Séduits par la promesse d'un soulagement immédiat, ils ont signé avec enthousiasme, sans comprendre ce qu'ils cédaient réellement. C'est ainsi que la forteresse que j'avais mis 5 ans à bâtir fut achevée. En repensant à tous ces événements, les fonds volés de mon MBA, la tentative de fraude avec mes données personnelles. Je rouvris les yeux. Chacune de leurs actions visait mon patrimoine. C'est pour cela que j'ai construit une protection juridique complète. C'était purement défensif. Une manière de garantir qu'ils ne pourraient plus jamais empiéter sur mon territoire. Soudain, un son brisa le silence. Une notification venait d'apparaître sur mon téléphone. Un message de Manon. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Qu'est-ce que j'ai oublié? Voilà. C'était lancé. Incapable de comprendre le sens de ma réponse, elle perdait patience. Mais cette fois, ce n'était pas une simple demande d'argent. Ils avaient tenté de monnayer la chose la plus précieuse que j'avais construite au fil des ans, ma crédibilité financière, lui apposant une étiquette de prix de 280 000 € sans mon consentement. En tant qu'analyste financière, ma réputation c'est ma vie. Si Manon ratait un seul paiement, cela laisserait une trace indélébile sur mon dossier de crédit. Cela pourrait anéantir ma carrière. Mais ils n'en avaient aucune conscience. Non pire, ils ne cherchaient même pas à comprendre. À leurs yeux, ma crédibilité, comme mon argent, était une ressource infinie à laquelle ils pouvaient puiser librement. Pendant des années, j'ai enduré, repoussé, construit des couches de défense. Mais là, j'avais atteint mes limites. Ils avaient franchi une ligne interdite. Sans remords. Sans hésitation. Ce n'était plus un ultimatum de ma part, c'était le destin lui-même qui rendait son verdict. Je ne les protégerais plus. Je n'attendrais plus rien d'eux. Tout ce que je ferais désormais, c'était gérer la situation avec sang-froid, méthode et précision, selon les règles que j'avais moi-même établies. La colère et la peine que j'avais ressenties autrefois s'étaient éteintes depuis longtemps. Il ne restait que la détermination froide d'un chirurgien pratiquant une opération nécessaire. Je couperais tout lien. Je me libérerais de cette maladie qu'on appelait ma famille. Et l'opération commençait maintenant. Je me levai et me dirigeai vers mon bureau. Je savais déjà qui je devais appeler en premier. L'avocat qui m'avait aidé 5 ans plus tôt. Maître Coulon? Cela fait un moment. C'est Élise. Même après toutes ces années, il m'a immédiatement reconnu, sa voix calme, posée. Votre silence, je l'avais pris comme un bon signe, dit-il. Ces mots m'arrachèrent un sourire fatigué, sans chaleur. Malheureusement cette fois, je n'appelle pas pour me défendre. J'appelle pour attaquer. J'ai résumé la situation. Que Manon m'avait désigné comme co-signataire sans mon consentement, qu'elle avait déjà engagé le contrat, et que mes parents me menaçaient de reniement si je refusais. Maître Coulon a écouté, en silence. Puis, d'un ton calme mais ferme. Élise, ce n'est plus un conflit familial. C'est une tentative de fraude et de pression. On peut facilement poursuivre ça au pénal. Ces mots renforcèrent ma détermination. Mais je lui ai répondu. Je n'envisage pas de poursuite pour l'instant. Ce que je veux, c'est une rupture complète. Financière, sociale, définitive. Il a compris aussitôt. Vous voulez exercer tous vos droits légaux jusqu'au bout. Dans ce cas, la procédure est claire. Nous avons commencé à discuter des étapes concrètes. D'abord, envoyer une lettre recommandée à la concession automobile,
affirmant officiellement que je n'avais jamais consenti à être cosignataire, rendant donc le contrat invalide. Ensuite, réaffirmer que je détiens l'entière propriété de la maison de mes parents, et prendre les mesures nécessaires pour empêcher qu'ils ne puissent l'utiliser comme garantie d'emprunt. Enfin, rédiger une notification officielle à Manon et à mes parents. Fin définitive de tout soutien financier, et obligation de passer exclusivement par Maître Coulon pour toute future communication. Quand nous avons raccroché, mon esprit était cristallin. Aucune place pour les émotions. C'était une affaire. Une restructuration froide et lucide de ma vie pour la protéger des dettes toxiques. Le lendemain matin, j'ai pris un jour de congé. Premier arrêt, le cabinet de Maître Coulon. Ensemble, nous avons finalisé 3 courriers. Un pour la concession automobile, un pour Manon, un pour mes parents. La lettre destinée à la concession déclarait clairement que je n'avais jamais donné mon accord et que je dégageais toute responsabilité. Les lettres pour Manon et mes parents contenaient une liste détaillée de tous les soutiens financiers passés, et déclarait officiellement que, à partir de ce jour, toute aide était terminée, et que toute communication future devait passer par Maître Coulon. Au bas de chaque document, nos signatures apparaissaient côte à côte. En quittant le cabinet de Maître Coulon, je me suis rendu directement à la poste. Là, j'ai envoyé les 3 lettres en recommandé avec accusé de réception. Un système simple, le destinataire doit signer à la remise, et cette signature me revient comme preuve légale de réception. Même si cela ne garantit pas le contenu, cela atteste qui a reçu quoi et à quelle date, sans contestation possible. En France comme aux États-Unis, c'est la méthode la plus fiable pour une mise en demeure formelle. Ainsi, le premier coup juridique était porté. Il faudrait 1 ou 2 jours pour que les lettres leur parviennent. En attendant, j'avais une autre étape à accomplir. Je suis allé à ma banque principale pour un rendez-vous avec mon conseiller. Je voulais confirmer, une bonne fois pour toutes, le statut hypothécaire de la maison de mes parents. Des années plus tôt, quand j'avais repris leur prêt à ma charge, le bien avait été transféré à mon nom et je détenais le privilège de premier rang. En d'autres termes, la maison m'appartenait entièrement. Le conseiller a vérifié les données dans le système, puis m'a regardé avec assurance. Oui, Madame Élise. Tous les droits relatifs à ce bien vous appartiennent exclusivement. Vos parents ne peuvent plus utiliser cette maison comme garantie sans votre autorisation expresse. Voilà. C'était clair. Ils n'avaient plus aucun levier pour emprunter de l'argent. Plus aucun recours sauf moi. En rentrant chez moi, mon téléphone affichait un flot de messages frénétiques de Manon. Pourquoi tu ne réponds pas? Qu'est-ce que tu voulais dire par tu oublies quelque chose? Le vendeur dit qu'il ne peut pas avancer sans ton accord. J'ai tout lu, sans émotion, puis j'ai supprimé les messages. Tu ne parles plus à la bonne personne, Manon. Tu comprendras bientôt ce que cela signifie. Dès le lendemain après-midi, les courriers devaient leur être parvenus. Sans surprise, Manon a été la première à réagir. Mon téléphone s'est mis à sonner sans arrêt. Son nom s'affichait encore et encore. Je n'ai pas décroché. J'ai simplement attendu que ça cesse. À peine l'appel terminé, une avalanche de textos a commencé. C'est quoi ce délire? C'est qui cet avocat? Tu rigoles en disant que tu coupes toute aide? Retire cette lettre immédiatement. Ces messages transpiraient la panique, l'incompréhension et l'incapacité totale à réaliser la gravité de la situation. Elle avait sûrement eu un retour de la concession. Sans l'accord de Madame Élise, ce contrat est invalide. La voiture de sport à 280 000 € qu'elle pensait presque acquise avait disparu sous ses yeux comme un mirage. Elle n'avait probablement jamais vécu une humiliation pareille. Je lus chacun de ces messages calmement, constatant que tout se déroulait exactement comme prévu. Puis, comprenant qu'il n'y avait rien de plus à tirer d'elle, je bloquai définitivement son numéro. Elle ne pourrait plus jamais m'appeler ni m'écrire. Prévisible, mes parents furent les suivants. J'ai mis mon téléphone en mode silencieux. Un peu plus tard, le nom de ma mère s'afficha doucement à l'écran. Je me contentai de regarder sans répondre. L'appel bascula sur la messagerie. Quelques minutes après, une notification apparut. Elle avait laissé un message vocal. Je l'écoutai. Sa voix tremblait, mêlée de sanglots. Élise, je t'en prie, réponds au téléphone. Manon hurle, elle pleure, elle est hystérique. Qu'est-ce qui se passe? Cette lettre, ce n'est pas vraiment ce que tu ressens, si? Elle ne comprenait toujours pas. Pour elle, tout cela n'était qu'une querelle de sœurs. Elle n'avait aucune conscience de la profondeur réelle du problème. Finalement, ce fut mon père qui appela. Comme auparavant, je ne répondis pas.
Son message, cette fois, était chargé de colère. Élise, est-ce que tu essaies de détruire cette famille? Vire ton avocat et règle ça tout de suite. C'est un ordre. Son ton autoritaire n'avait pas changé depuis que j'avais quitté la maison. Mais il ignorait toujours que ces mots n'avaient plus aucun pouvoir sur moi. Je restais assise, en silence, à regarder les appels manqués et les messages. Il n'avait pas encore connu la peur. La vraie. Ils n'avaient pas compris que le sol sous leurs pieds n'était qu'un château de sable. Je pouvais déjà deviner leur prochaine réaction. Courir à la banque pour vérifier leur situation. C'est là qu'ils comprendraient enfin ce qu'ils avaient signé. Et c'est là que le désespoir véritable commencerait. Le lendemain, Maître Coulon m'appela. Comme prévu, Élise, dit-il, un brin d'ironie dans la voix. Vos parents se sont présentés à la banque dès l'ouverture. Ils voulaient vérifier la propriété de la maison, et ont demandé s'il était possible de la transférer à nouveau à leur nom. Évidemment, la banque leur a répondu poliment mais fermement, non. Je pouvais visualiser la scène. Au guichet, mes parents pâlissant peu à peu, réalisant que la maison où ils avaient vécu pendant des décennies ne leur appartenait plus. Pour la première fois, ils ont dû ressentir tout le poids de cette réalité. Maître Coulon poursuivit. Et Manon? Elle a été contactée par la concession. Ils lui ont parlé de possibles poursuites pour fraude. Elle a eu très peur. Apparemment, elle a même envisagé de falsifier votre signature. La concession ne veut plus entendre parler d'elle. Son rêve à 280 000 € s'était transformé en cauchemar. Un cauchemar qu'elle avait elle-même provoqué. Ce soir-là, ils ont fini par venir jusqu'à mon appartement. Par l'interphone vidéo, j'ai vu mes parents, le visage blême, épuisé. Et Manon, le regard rempli de rage. Je n'ai pas répondu. Ils se sont mis à frapper à la porte, à crier mon nom. Élise, s'il te plaît, écoute-nous. Tu es cruelle. Je ne te pardonnerai jamais. Ne nous prends pas la maison, je t'en supplie. Leur voix était étouffée derrière l'épaisseur de la porte. Je suis restée là, en silence. Sans larmes, sans colère. C'était simplement la conséquence inévitable de leurs années d'irresponsabilité. Je ne leur avais rien pris. Ils avaient tout perdu par leur propre faute. Après une trentaine de minutes de tapage, ils sont finalement repartis. Le couloir est retombé dans un silence semblable à l'après-tempête. Mais ce n'était pas terminé. Ils pensaient encore pouvoir jouer une dernière carte. La carte émotionnelle. La carte qu'on appelle la famille. Quelques jours après cette confrontation, une lettre est arrivée. Elle venait de ma mère. Malgré les instructions de passer exclusivement par mon avocat, elle m'avait envoyé une lettre manuscrite, pleine d'émotions. Elle y avait glissé de vieilles photos de famille, de moi enfant. Le contenu était prévisible. Des souvenirs heureux, des discours sur les liens du sang, et cette phrase soigneusement placée. Tu étais une fille si gentille autrefois. Chaque mot était calibré pour réveiller ma culpabilité. Pendant ce temps, Manon lançait sa campagne de victime sur les réseaux sociaux. Trahi par ma propre famille, je leur faisais confiance. Ils m'ont tout pris. Avec des phrases vagues et chargées d'émotions, elle cherchait à susciter la pitié. Et à me faire passer pour le monstre. Très vite, des messages de proches commencèrent à arriver. Que s'est-il passé? Vous devriez parler. C'est ta famille, il faut se réconcilier. Ils n'avaient aucune idée de la réalité. Ils misaient tout sur la pression sociale et ma conscience. Ils pensaient qu'à force d'émotions, je finirais par céder. D'accord, je leur pardonne. Mais ils n'ont jamais compris que, depuis le jour où ils m'avaient volé mon rêve, il y a 5 ans, toute affection que j'éprouvais pour eux avait disparu. Sans la moindre hésitation, j'ai mis la lettre et les vieilles photos dans la déchiqueteuse. Puis j'ai contacté Maître Coulon pour enclencher la dernière étape. Il s'agissait d'un avis d'expulsion pour la maison de mes parents. Bien sûr, je ne comptais pas les mettre à la rue du jour au lendemain. J'y ai inclus le délai légal de préavis, ainsi qu'une suggestion polie, trouver un logement plus adapté à leurs moyens. Ce n'était pas une punition. C'était leur ultime chance de devenir financièrement autonomes, de se tenir sur leurs propres jambes. Lorsqu'ils recevraient cet avis, ils comprendraient enfin que j'étais sérieuse, et que tout retour en arrière était désormais impossible. J'ai bloqué tous les canaux de communication possibles, et changé de numéro de téléphone. C'était la seule façon de couper définitivement les liens physiques avec mon passé. Mais même cela ne suffisait pas. Ils savaient toujours où je travaillais, où je vivais. Pour retrouver une liberté totale, je devais partir. Quitter cet endroit. Le même jour où l'avis d'expulsion a été envoyé,
J'ai remis ma lettre de démission. Heureusement, mes compétences étaient bien reconnues dans mon domaine. J'ai recontacté une entreprise située sur la côte ouest, qui m'avait autrefois proposé un poste généreux. Les négociations ont été étonnamment simples, et en moins d'un mois, un nouveau poste m'attendait. Il n'y avait pratiquement aucune chance qu'ils découvrent où je travaillais désormais. Le mois suivant s'est déroulé comme dans un brouillard. J'ai demandé à Maître Coulon de gérer la vente de la maison. J'ai vendu ou donné la plupart de mes meubles, ne gardant que quelques cartons essentiels. Et comme une fuite silencieuse dans la nuit, j'ai quitté la ville sans prévenir personne. 6 mois ont passé depuis le début de ma nouvelle vie dans cette ville côtière. Ici, où la brise du Pacifique traverse les rues, personne ne sait qui j'étais avant. Les seuls appels que je reçois sur mon nouveau téléphone concernent le travail ou des invitations d'amis rencontrés ici. Plus de messages d'anciens contacts. Plus de proches qui se mêlent de ma vie. Pour la première fois, j'ai trouvé la vraie paix intérieure. Il y a quelques jours, j'ai reçu un dernier email de Maître Coulon. Un rapport de clôture. La vente de la maison était finalisée. Mes parents avaient emménagé dans un petit appartement en ville. Manon, elle, avait commencé à travailler à temps partiel dans une boutique de luxe. Leur vie n'est sûrement pas facile. Mais au moins, ils sont enfin arrivés à la ligne de départ. Celle où ils doivent assumer eux-mêmes leur existence. En lisant ce rapport, je n'ai rien ressenti. Ni haine, ni pitié, ni culpabilité. Rien qu'un détachement lointain, comme si je lisais l'histoire de parfaits inconnus dans un pays étranger. Ma vie m'appartient. Cette paix et cette liberté, c'est la récompense pour laquelle j'ai combattu toutes ces années.